puisqu'il y a tout de même certains groupes dans cette Assemblée qui ont à cœur la tenue des débats et la bonne tenue des débats. Et l'opposition du seul groupe La République En Marche à ce que nous revoyions l'ordre du jour et nous puissions avoir un débat décent dans des conditions autres que celles-ci, c'est-à-dire un samedi, sans qu'il puisse y avoir suffisamment de députés, y compris pour assumer les choix faits, fait que effectivement on est dans une assemblée qui risque de rester très peu vite. Donc nous déplorons et nous tenons à rappeler notre opposition non seulement au fait de débattre de ce texte important qui a de telles conséquences dans de telles circonstances, simplement pour permettre effectivement à la majorité de s'éviter le spectacle déplorable de son alignement sur des positions pour le moins réactionnaires, et le refus de cette même majorité qu'il y ait un vote solennel après les questions au gouvernement, ce qui est quasi une première, je pense, depuis le début de cette législature. Oui, je vais terminer et continuer, et ça va continuer comme ça toute la journée, puisque vous avez voulu que nous soyons présents aujourd'hui pour avoir ce débat. Je l'aurai en rappelant quand même que pour nous, c'est l'expression d'un mépris à la fois par rapport à ce qui est en jeu et puis pour le travail parlementaire, parce que ça ne permet pas à des députés qui ont travaillé sur ce texte de pouvoir y être, de pouvoir défendre un certain nombre d'idées. Et je termine sur le vote solennel. Faire voter ce texte avec ses enjeux en catimini aux premières heures du jour ou aux dernières heures de la nuit, alors que tous les autres textes, quasiment tous les autres textes de cette importance ont été votés après les questions au gouvernement, est absolument déplorable. Et nous tenions à le rappeler, nous le rappellerons. Merci. La parole est à Monsieur Zumkeller pour un rappel au règlement. Oui, merci Madame la Présidente. Une remise à plat aurait certainement été nécessaire, mais ce n'est malheureusement pas ce qui a été voulu et qui est fait aujourd'hui avec ce projet de loi. C'est plus un encombrement à nouveau de dispositifs qui vont en fait constituer, comme l'ont dit beaucoup de gens, une véritable usine à gaz, d'autant plus dangereuse qu'elle est mal conçue. C'est le cas notamment de cet article 15, où le gouvernement souhaite assortir les remises à un autre État membre de l'Union européenne d'un ou d'une étrangère d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée maximale de 3 ans. C'est une mesure particulièrement problématique. Elle prévoit d'inscrire dans le droit le non-respect de la liberté de circulation, consacrée pourtant dans de nombreux textes et traités internationaux, mais ce ne serait pas la première fois. Qui plus est, la durée maximale qui a été fixée pour la validité d'une telle interdiction est de notre point de vue complètement disproportionnée. Qui peut imaginer en effet qu'un ou une étrangère risquant de faire l'objet d'une mesure aussi radicale et liberticide se manifeste aux autorités compétentes afin, par exemple, de faire régulariser sa situation? Au contraire, et une fois encore, les personnes visées vont être incitées à vivre dans la clandestinité, alors même que certains ou certaines ont réussi à s'établir de manière stable sur notre territoire. Il s'agit d'une mesure grave qu'il est important de ne pas banaliser. Et si c'est ce genre d'alignement que vous prévoyez au niveau européen, vous ne pourrez pas vous étonner ensuite du rejet que font les peuples de l'Europe forteresse que vous construisez. Oui, merci Madame la Présidente. Donc c'est un amendement de suppression puisque nous considérons que cet article porte gravement atteinte au droit à une vie privée et vie familiale, en plus des arguments précédemment développés. Pour les personnes ayant fait l'objet d'une procédure de remise à un autre État dans l'Union européenne. De fait, l'interdiction de circulation concerne tous les ressortissants étrangers et étrangères à l'Union européenne, détenteurs d'un titre de séjour et résidant dans ces pays. Tout d'abord, la décision de prendre une telle interdiction de circulation sur le territoire français constituerait nécessairement une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale si les demandeurs et demandeuses d'asile ont une vie privée et familiale en France. En outre, cette disposition risque fortement de contrevenir aux règles de libre circulation dans l'Union européenne, espace Schengen, désormais intégré dans les règles du traité sur l'Union européenne, en ce qu'elle constitue de fait une réapparition de frontières intérieures qui n'affectent plus tous les individus indistinctement, certes, mais seulement celles et ceux qui seraient vus délivrer une telle interdiction. Enfin, comme l'a indiqué notre collègue Peu tout à l'heure, dans son avis, le Conseil d'État estime
qu'une telle mesure, en ce qu'elle s'appliquerait à tous les étrangers en séjour irrégulier en France, poserait une question de compatibilité avec les dispositions du droit de l'Union européenne relatives à la mobilité dans l'espace européen. Merci. Bon. Après ce passage passionnant qui permet de faire un bel amalgame, revenons à la question des droits des étrangers, puisque cet amendement vise à rétablir le caractère obligatoire d'une garantie du droit au recours qui a été retiré au contentieux relatif à l'éloignement des étrangers. En principe, la formation de jugement pour les magistrats administratifs est constituée d'au moins 4 magistrats, dont un ne prend pas part au délibéré, mais présente en toute indépendance la solution qu'elle ou il propose de retenir sur un dossier, le ou la rapporteuse publique. Cette personne apporte un deuxième regard sur un dossier préparé par les 3 autres magistrats, ce qui permet d'assurer qu'aucun aspect du dossier n'a été oublié, que celui-ci a bien été préparé et qu'il n'y a aucun angle mort. Cette garantie est devenue d'autant plus importante et fondamentale que le Conseil d'État raisonne non plus en termes de qualité de jugement rendu par les tribunaux, mais par la quantité. En résumé, ceux qui vont pâtir sont non seulement les magistrats et magistrates qui sont forcés de faire du chiffre, mais surtout les requérants dont les dossiers ne sont plus traités dans les temps nécessaires à l'examen, mais dans un temps contraint par une absurde curseur statistique. Pour rappel, cette situation globale autour du contentieux d'étrangers a été à l'origine des 2 grèves nationales des tribunaux administratifs de 2009 et 2011. Pour un respect des droits procéduraux et contre la justice bis pour les plus fragiles, il est nécessaire, selon nous, de rétablir le caractère obligatoire du double examen qu'implique la présence d'un ou d'une rapporteuse publique. Cet amendement propose aussi de faire l'abrogation des dispositions réglementaires qui instaurent une inégalité de fait inacceptable entre les justiciables selon le type de contentieux dont il relève. Il n'est pas digne de notre système d'avoir instauré une justice au rabais pour les requérants et requérantes étrangers. Il s'agit de mettre fin à cette ignominie. Votre amendement ou... Mais vous n'aurez pas la parole ensuite, hein, d'accord? Vous ne faites pas de réponse au ministre ensuite. Non, non, non. C'était bon, pour Madame Obono. Puisque le ministre souhaitait répondre certainement à mon amendement, je voulais répondre après lui. Mais comme il a décidé d'avoir une autre conversation et comme c'est le jeu de la majorité, je vais peut-être répondre du coup à Madame la rapporteuse qui nous explique que ce n'est pas grave, ou rapportrice d'ailleurs, ce n'est pas grave. Rapportrice. Ce n'est donc pas grave d'avoir une justice bis en droit des étrangers parce qu'on a commencé à l'étendre au reste des justiciables. Ce n'est pas acceptable, Madame la rapportrice, parce qu'on ne peut accepter d'avoir des procédures dégradées. Et je pense que c'est assez révélateur. Je pense que c'est... On aura le cours sur le genre dans la langue une autre fois. Je pense que ce n'est pas acceptable hein, et c'est assez... Bien, écoutez, essayons de reprendre un peu de sérénité, pardon. Après ces 10 minutes passionnantes, vous pouvez supporter 2 minutes de réponse sur le sujet. De toute façon, vous devrez le supporter. Donc, allez-y, Madame Obono. Merci, Madame la Présidente. C'est assez révélateur en fait d'une matière qu'on voit se répandre dans ce texte, c'est-à-dire qu'à partir du droit des étrangers, et ça a été déjà fait sur d'autres questions, on étend des procédures accélérées, des procédures dégradées à l'ensemble de la justice. Ce que remet déjà en cause, y compris ce que vous dites là, c'est ce que remettent en cause les professionnels de la justice et qui sont mobilisés en ce moment depuis plusieurs semaines contre les chantiers de la justice, qui vont effectivement généraliser un certain nombre de pratiques qui ont cours là et qui vont être accélérés là dans l'ensemble des justiciables. Donc votre réponse pour le coup est symptomatique et confirme pourquoi il faut voter pour cet amendement et se mobiliser aux côtés des magistrats, des avocats et de tous les professionnels du secteur qui sont vent debout contre les réformes à venir en ligne droite de ce qui est fait aujourd'hui. La parole est à vous. Oui, allez-y, Madame Obono, vous pouvez... Oui, merci, je prends le temps qu'il faut. Merci, Madame la Présidente. Donc, c'est en vertu de l'article 58, hein, si je ne me trompe pas, sur la bonne tenue des débats. Nous venons de passer un certain temps sur
un amendement où la parole a été donnée très librement et très légitimement à plusieurs membres du groupe Les Républicains et du groupe FN. Je rappelle que nous reste a priori, selon nos calculs et selon une série d'interventions très strictes et très minimales dans le débat, 44 heures de débat sur les 21h30 qui sont ouvertes actuellement. Je tenais à insister sur le fait que nous espérons, alors que nous allons aborder un certain nombre d'articles qui nous semblent cruciaux pour le débat, qu'il sera fait œuvre de la même ouverture d'esprit de la part de la présidence actuelle et de ceux qui vont suivre pour ces articles, comme il a été fait sur cet amendement en particulier. Sinon, nous ne pourrons que constater l'alliance objective entre la majorité d'une part, les Républicains et le FN de l'autre, de concentrer en vérité les débats sur les aspects, y compris les plus problématiques et les plus confusionnistes du débat, pour empêcher que les véritables enjeux de ce projet de loi soient débattus à des heures décentes. Nous espérons que ce n'est pas le cas et donc espérons pour la bonne tenue des débats que nous aurons le temps, y compris l'ouverture en termes d'intervention qui a été accordée précédemment à nos collègues pour défendre nos positions sur cet article 16 et un certain nombre des suivants qui sont, de notre point de vue, aussi importants que cet article qui a tant passionné et le ministre et les députés LR et FN. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, comme l'a indiqué notre collègue à l'instant, cet article 16 concentre les critiques, l'opposition, la réprobation d'un grand nombre d'associations, d'organisations de défense des droits humains. Il y en a beaucoup d'autres, enfin, l'ensemble de ce texte concentre les critiques, mais c'est vrai que celui-ci, qui ouvre la possibilité d'enfermer de 90 à 130 jours, ouvrait au moins jusqu'à 135 jours et aujourd'hui seulement à 90, les personnes migrantes, transforme ce qui était de la rétention, déjà problématique à plusieurs égards, en une véritable détention. On met ainsi en prison des personnes migrantes qui sont considérées comme des criminels. C'est une réponse inadaptée par rapport à la situation, attentatoire aux libertés individuelles, parachevant, qui plus est, une défiance à l'égard des magistrats et des magistrates et exprimant un mépris total pour le droit fondamental des personnes. Vous souhaitez inscrire dans la loi le caractère punitif de la rétention par l'allongement du temps en le doublant, voire en le triplant. Rappelons que sur les 45 personnes actuellement en rétention en 2016, le taux d'exécution en métropole était moins de 46%. Ce seul chiffre montre bien que le système actuel que vous renforcez considère la rétention comme une mesure de sanction plutôt que comme une mesure de renvoi effective. Et cette sanction ne fait qu'aggraver, qu'être encore plus aggravante quand il s'agit, comme l'a indiqué notre collègue, d'enfants. La France a été condamnée à plusieurs reprises. Malgré cela, des aveux même de Madame la rapporteure qui considérait cette situation intolérable, votre gouvernement et votre majorité s'arc-boutent sur cette mesure dont elle fait elle-même un symbole pour montrer toute la cruauté, toute l'inefficacité, toute la dangerosité de cet article et de cette loi. C'est pour ça que nous nous y opposerons. Nous proposons un certain nombre d'amendements de suppression et nous espérons que vous aurez trouvé raison et vous opposerez également majoritairement à cet article. Je vous Merci, remercie. Monsieur le Président. Alors, Madame la rapporteure, qui nous indiquait déjà en commission que le texte était un équilibre parfait, vient de reconnaître qu'il n'était pas si parfait que ça, son équilibre, puisqu'il est de nouveau parfait suite aux pressions et aux critiques. Comme quoi, on peut encore parfaire l'équilibre en repoussant cet article. Et en vérité, ça a été dit notamment excellemment par notre collègue Peu, c'est que cet article, avec toutes ses composantes, dont la mise en rétention des enfants, mais ce n'est pas que cela, c'est la mise en rétention des adultes pendant 3 mois, c'est les téléaudiences, tout cela n'apportera rien de plus à la dissuasion, parce que c'est fondamentalement ça, ce à quoi servent toutes ces mesures de tenter de dissuader. À moins de considérer qu'on veut vivre dans un État qui arrive à mettre en place des procédures encore plus cruelles, encore plus violentes, que
les mêmes raisons pour lesquelles les gens fuient de chez eux, parce qu'on est tous d'accord pour dire que les gens qui arrivent ici après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu, c'est qu'ils avaient des raisons suffisamment dures, il y avait des conditions suffisamment horribles pour qu'ils quittent leur famille, leur pays, pour qu'ils risquent leur vie. Et donc on imagine qu'on va réussir à créer des conditions encore pires dans notre pays qui vont les dissuader de quitter les horreurs qu'ils ont vécues. Alors, en cohérence, effectivement, c'est un nouvel équilibre qui est trouvé dans ce texte. C'est l'équilibre entre la droite FN, la droite LR et aujourd'hui la droite LRM. C'est cet équilibre-là que vous avez trouvé qui déplace effectivement aujourd'hui l'état de droit vers un état où on fait la course à l'échalote à l'horreur. Oui, c'est la course à l'échalote. Ce n'est pas de la fermeté, c'est de la cruauté. Ce n'est pas de la fermeté, c'est de la brutalité. Et vous assumerez les conséquences de vos actes, y compris ce que ça signifie pour la vie des personnes que vous mettez dans ces enfers, que vous torturez et dont vous aurez sur la conscience les morts. Merci. Oui, enfin, effectivement, nous allons voter contre cet amendement, mais y compris pour, je crois, l'intelligence ou la lisibilité ou la sincérité. Voilà, c'est ça le terme qu'il y a en termes constitutionnels, la sincérité de nos débats. On a eu, Madame la rapporteure était déjà sur le texte Warsmann pour la majorité, qui nous avait affirmé solennellement la nécessité, l'impérieuse nécessité, en tout cas elle s'était adressée à sa majorité, de voter le texte du Sénat conforme, avec des arguments voilà, de très grande solennité. Et on a effectivement par ce tour de passe-passe un arrangement où on revient. Alors tant mieux, nous on trouve ça tant mieux, mais je le rappelle, comment croire, y compris aux mêmes promesses sur un ton sincère et ferme qui sont dites sur l'importance de cette loi, dont on ne sait d'ailleurs quelle partie va être peut-être détricotée à un moment donné. On a promis à certains de faire une PPL sur la mise en prison des enfants, donc peut-être que ça va être négocié. Quelle sincérité accorder à nos débats quand on voit le type de... c'est une manipulation pure et simple qui a été faite quand vous avez voté la PPL Warsmann en sachant pertinemment du coup que ça allait être détricoté. Et après, on nous explique que le temps parlementaire est important, qu'il faut faire mieux et vite. Et vous faites tout le contraire. Je pense que c'est assez emblématique de votre méthode qui est non pas rapide, mais précipitée et qui mène à ce type de pas de deux assez ridicule. Merci, Monsieur le Président. Alors, si j'ai bien compris la logique, au moins une partie de la logique de Monsieur Collomb, il faut penser aux enfants migrants qui ne sont pas dans les centres de rétention par rapport aux enfants qu'on compte mettre en centre de rétention pour justifier le fait qu'on compte mettre des enfants en centre de rétention jusqu'à 90 jours. Je trouve cette logique implacable, tout comme celle du Front National qui nous explique qu'il faut penser aux SDF bien français qui dorment sous les ponts et qui ne sont pas accueillis d'ailleurs au château de Madame Le Pen, mais qui dorment sous les ponts pour accepter que des migrants soient également repoussés. C'est effectivement une logique d'opposition, de tri entre les bons SDF dont on ne s'occupe d'ailleurs jamais quand il ne s'agit pas de les opposer aux migrants, et puis maintenant les enfants, les bons enfants qui seraient à plaindre parce qu'ils sont à l'hôtel et ceux qui sont en CRA qu'on ne devrait pas plaindre. C'est une logique qui montre à quel point la pente engagée par ce texte de loi est dangereuse. Et je le dis puisque Madame la rapporteure célébrait un certain 21 avril, rapporteuse ou rapporteur, mais ce n'est vraiment pas ça le plus important puisque nous célébrions un certain 21 avril qui a vu le droit des femmes. Vous vous rappelez ce 21 avril où on nous avait déjà dit qu'il fallait faire le barrage au Front National? Je ne suis pas sûre qu'applaudir la mise en concurrence des malheurs des enfants en CRA ou en dehors, applaudir cela comme une mesure ou un propos qui justifie de voter ce texte, soit vraiment une manière de commémorer le 21 avril, un 21 avril pour faire barrage au Front National. Je pense que vous venez que légitimer. Vous avez épuisé votre temps de parole. Merci, Monsieur le Président. Donc on se retrouve là dans un argumentaire où on explique
que plutôt de donner des moyens à la justice, effectivement, ça a été souvent dit et dénoncé par les magistrats, les avocats eux-mêmes. Notre justice est très sous-dotée. Ce n'est pas le budget voté en 2018 qui l'aidera à rattraper son retard. Donc plutôt que donner les moyens à ce qui est les magistrats, le juge des libertés puissent statuer sur des sujets tout de même assez graves et sérieux et où l'erreur peut mener à des conséquences graves pour les requérants et requérantes. Plutôt que de faire ça, on va rallonger les délais. Alors je trouve, pour le coup, là encore une incohérence quand nous plaidions pour qu'il y ait des délais pour les requérants qui soient qui prennent en compte la difficulté des dossiers, qu'on se donne les moyens de prendre le temps. On nous a dit non, il faut que ça aille plus vite. Donc, rédisons ces délais-là qui permettraient aux demandeurs et aux demandeuses d'asile de pouvoir constituer des dossiers. Et là, on nous ressort l'argument inverse, en arguant d'ailleurs d'une situation qui est un fait politique de ne pas donner suffisamment de moyens à la justice pour dire cette fois, on accepte de rallonger. Vous comprendrez bien que l'incohérence de cette argumentation qui, en fait, n'en est pas une, nous appelle à maintenir cet amendement et à vous convaincre, en espérant vous avoir convaincu de le voter, parce que ce n'est pas ainsi qu'on permet, y compris pour les magistrats, d'exercer leur office dans des conditions satisfaisantes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement vise à la suppression de l'alinéa 8 de l'article 16 afin de préserver l'office du juge administratif. Cet alinéa, que nous jugeons scélérat, cherche à étendre l'obligation de motivation spéciale du juge pour décider de faire passer un étranger ou une étrangère en rétention à une assignation à résidence pour les situations dans lesquelles la personne étrangère a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. L'idée est donc bien d'imposer le régime de la rétention comme régime de base, malgré les dénégations que nous avons déjà entendues de la part de Madame la rapporteure. L'extraction brutale de la société, l'enfermement entre des murs comme régime de base plutôt que des mesures plus respectueuses des droits, voilà donc la manière nouvelle du nouveau monde de la Macronie. Et désormais, vous voulez en plus réduire l'office des juges pour les contraindre à prononcer la rétention comme si celle-ci devait être considérée comme une peine. Pas étonnant désormais que pour le juge de la rétention, soit plus le juge des libertés et de la détention que le juge administratif. Il ne manque plus que la politique du chiffre, qui est déjà en cours d'ailleurs, pour faire définitivement des magistrats de simples fonctionnaires d'application. Pour le groupe de la France Insoumise, la rétention administrative ne doit pas être érigée en solution de principe, au contraire, et l'office du juge administratif défenseur des libertés doit être préservé. On est bien là, non? On a le temps? Je vous en prie. Donc, dans cet amendement... amendement... parole a débuté, Madame Obono. Oui, allons-y, jusqu'au bout. Dans cet amendement, nous proposons de suivre la recommandation de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui propose de ramener la durée de rétention administrative à 32 jours. L'argument du gouvernement qui consistera à dire que le taux d'éloignement augmente avec la durée de rétention est d'une part ridicule, mais il est en outre contredit par sa propre étude d'impact. En effet, on y apprend, page 199, qu'environ 90% des mesures de rétention où la personne retenue a été effectivement éloignée l'ont été avant 30 jours. D'où la recommandation de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté que nous proposons ici de transcrire au nom du droit à la sûreté et des droits et libertés fondamentales des personnes. Une privation de liberté n'est pas une procédure anodine pour celui ou celle qui la vit, d'autant plus que la plupart des personnes qui font l'objet d'une mise en rétention n'ont commis absolument aucune infraction. Le gouvernement se complaît malheureusement et poursuit sa logique punitive, mais encore faut-il qu'une faute ait été commise pour pouvoir légitimement la punir. Comme la majorité de cet hémicycle l'a remarqué, ou tente de refuser de le remarquer, ce projet de loi est largement disproportionné. Alors, écoutons l'avis d'au moins une personne qui connaît certainement mieux que nous-mêmes la question, celui de l'avis de la contrôleure générale de privation des libertés, qui propose donc de mettre à 32 jours. On reste dans un régime de rétention, mais pour le coup dans une mesure ou un équilibre, puisque vous aimez bien ce mot, qui nous semble correspondre aux objectifs fixés. Je vais en rajouter une couche, d'autant que je m'étais trompée dans l'amendement
que je vous ai lu, puisque j'en avais présenté un autre, mais c'est pas grave, j'ai le temps de vous présenter celui-là et on va vous représenter le suivant. Alors, pour abonder, abonder dans le sens de Madame Crimi et de sa très belle défense d'amendement, vous proposez arbitrairement de prolonger de 4 heures la durée de rétention, à savoir faire passer de 6 heures à 10 heures le délai durant lequel le ministère public peut demander que le recours soit suspensif. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, il n'y a aucun élément qui conduise intellectuellement à justifier la position du gouvernement, et ce n'est d'ailleurs pas la réponse ni du ministre ni de la rapporteuse qui va nous aider dans ce sens. Notre amendement vise donc à maintenir la situation juridique actuelle qui, en l'état, permet de mieux garantir le droit et la liberté, à la liberté et à la sûreté, qui est très importante. Et comme il est important de le rappeler aussi, ce droit garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 5 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à l'importance de privilégier ces droits, notre amendement propose donc de ne pas aggraver la durée de rétention d'une personne, ce par ailleurs sans justification et motivation spécifique. Ces personnes, notre collègue le disait, se trompait tout à l'heure, ne sont pas en situation illégale mais irrégulière, et si elles le sont, c'est parce qu'elles recherchent, comme elles le demandent, l'asile, la protection de notre pays. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, nous avons déjà eu cet échange. C'est pas vraiment une conversation. Et nous essayons à nouveau de vous convaincre. Et donc, nous tournons dans tous les sens, tous les arguments possibles qui ont déjà été tournés dans tous les sens par toutes les institutions de défense des droits humains possibles au niveau national et international. Parce que vous avez beau répéter vos mêmes arguments, ils ne tiennent pas compte des faits que vous reconnaissez vous-même dans votre étude d'impact, de ce que disent les uns et les autres, les agents qui gèrent ces centres, les associations, les migrants et les migrantes eux-mêmes, si on daigne les écouter avant, pendant et après qu'ils soient passés par ces centres. Donc vraiment, la logique à part dire on fait la course à l'échalote avec tous les pays européens à l'échalote ou à autre chose, à l'horreur, ou avec tous les pays européens qui font pire, mais là, vous confirmeriez l'idée que les seules harmonisations qui se fassent au niveau européen, c'est pour réprimer, plutôt que de donner les moyens, y compris d'avoir une autre Europe. Donc j'imagine que ce n'est pas ce que vous voulez dire. Alors quel est véritablement le sens de cela? Est-ce que vraiment vous faites voter une disposition qui continue à mettre la France au banc du respect des droits internationaux, simplement pour pouvoir dire à la télévision, pour que M. Macron puisse dire à la télévision qu'il a été ferme, en sachant pertinemment que ce n'est qu'un tour de passe-passe qui ne correspond à rien à la réalité? Vous faites vraiment tout ça pour ça? Je ne veux le croire, et j'espère vraiment que les collègues de la majorité se rendent compte de ce que on fait faire à la majorité de l'Assemblée nationale. Merci. Pour servir des intentions et des objectifs communicationnels. C'est indigne de notre... La parole est à Madame Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre... Par qui je commence? Monsieur le ministre, sachez que nous sommes tout à fait disposés à faire des stages d'immersion avec les forces de sécurité. D'ailleurs, notre collègue Bernalicis a déjà prévu de le faire et va le faire avec les forces de gendarmerie. Nous aurons l'occasion de pouvoir le faire à d'autres moments. Donc, nous vous montrons l'exemple là. Suivez-le, parce que effectivement, c'est un amendement. Je ne sais pas si c'est un amendement d'appel, mais c'est une chose, Madame la rapporteure, de visiter, de voir, d'être émue effectivement par des situations. Tout le monde a un cœur, tout le monde a des sentiments. C'est autre chose de comprendre ce que ça signifie, y compris dans sa chair, que de vivre ces situations. Et c'était un peu ça que nous voulions essayer de faire comprendre à la majorité, que les textes de loi que nous votons là et qui sont votés y compris sans argumentations fondées, puisque toutes les argumentations ont été retoquées non seulement par nous, mais par toutes les organisations qui connaissent aussi, qui ne font pas que visiter, qui suivent, qui voient, qui témoignent de ce qui est vécu au quotidien, qu'il n'y a aucune
arguments logiques, rationnels, raisonnés, réalistes, y compris du point de vue des objectifs que vous vous fixez de permettre de expulser de plus en plus et de maintenir une forme d'humanité. Alors nous vous enjoignons de vérifier l'humanité maintenue en 45 jours de rétention ou en 90 jours de rétention. Puisque vous êtes si certain qu'on maintient l'humanité, qu'on respecte la dignité des personnes, testez-le, et ensuite on pourra discuter concrètement pour savoir s'il est humain de maintenir des enfants en rétention. C'est à ça que nous vous mettons face à face, à ces responsabilités sur lesquelles vous vous défaussez. Merci. Parce que pour vous, c'est un texte de loi, c'est un vote caporaliste, mais Merci, pour la vie des personnes, Madame c'est leur Obono. avenir. Nous allons donc... Oui, merci Monsieur le Président. Donc pour aller dans la continuité de ce que disait notre collègue Autain, sur le fait que pour nous, il s'agissait justement de trouver le bon équilibre entre sûreté, sécurité et défense des droits fondamentaux. Et pour les collègues LR qui se posent la question dans quel monde vit-on? Non, ce n'est pas le monde des Shadocks, c'est ce qui reste au moins de l'état de droit, d'une démocratie où on encadre et on essaie de garantir ces libertés fondamentales. Et pour notre collègue Di Filippo, qui nous interpellait en indiquant que notre positionnement traduisait un manque de compréhension des phénomènes migratoires, je vais vous renvoyer à la très bonne brochure que nous avons réalisée sur ce sujet, sur la politique migratoire, où nous reprenons y compris les données d'organismes internationaux qui expliquent que non, je suis désolée de briser votre fantasme, il n'y a pas des hordes d'immigrés qui sont à l'assaut de l'Europe, ni de réfugiés d'ailleurs, puisque la majorité des réfugiés sont accueillis dans les pays limitrophes. Il faut le rappeler parce qu'il y a eu un tel travail de l'eupénisation des esprits que les faits aujourd'hui n'ont plus cours dans ces débats. Donc oui, 17% seulement des réfugiés venant de Syrie, d'Érythrée, de pays en guerre, qui sont accueillis en Europe. 17%, ce n'est pas la majorité. L'accueil, la solidarité, elle est assurée d'abord par les pays du Grand Sud, et y compris les migrations dans leur ensemble, parce qu'il n'y a pas que les migrations forcées, elles sont d'abord interrégionales, et c'est dans le reste du monde que se font aussi ces échanges. Donc nous partons des réalités, nous avons une vision réaliste, nous avons une vision raisonnée, ce qui n'est malheureusement pas le cas de la majorité qui propose ce projet de loi, et je vous invite, c'est gratuit, c'est en ligne, pour une politique migratoire raisonnable, raisonnée, solidaire. Ça vous apprendra 2 ou 3 petites choses, je pense que ce sera intéressant pour la suite des débats et vous évitera de ce genre d'interpellation. Merci Madame Obono. Nous confirme que nos Votre propos. temps de parole est écoulé. Nous passons à l'examen. Merci, Monsieur le Président. Alors avec cet article 17 ter, c'est bien cela, une nouvelle fois, nous nous retrouvons ici avec une des usines à gaz, loi à rebours ou loi différée, puisque voilà revenu un bout de la loi Warsmann. Par cet article adopté en commission, vous faites le service après-vente. Après avoir fait adopter et entrer en vigueur la loi Warsmann en mars dernier dans sa version conforme suite au débat du Sénat qui, vous en convenez vous-même, comporte des régressions inacceptables pour les droits des demandeurs et demandeuses d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert dite procédure Dublin. Toutes les associations et syndicats que nous avons rencontrés, et vous les avez également rencontrés, ne l'ont pas oublié. Les droits et libertés fondamentales sont, semble-t-il, pour vous, plus important que le fait de faire publier au plus vite, moins important que le fait de faire publier au plus vite une mauvaise loi que vous comptez modifier quelques mois après. Et pendant ce temps, entre le mois de mars et l'adoption définitive potentielle de l'actuel projet de loi, que discutons-nous ? Celles et ceux qui vont subir ces atteintes votées par le Sénat et que vous avez entérinées sous la menace du gouvernement, ou sous la contrainte, ou sous la bienveillante et ferme demande et sollicitation, ce sont des personnes vulnérables, des demandeurs et demandeuses d'asile. Par cet article, vous comptez donc diminuer la durée durant laquelle une ordonnance de visite domiciliaire est exécutoire en la faisant passer de 144 heures à 96 heures. Tout cela permettant de raffermir le contrôle de l'autorité judiciaire, du juge des libertés et de la détention sur des mesures attentatoires aux droits et libertés fondamentales. C'est une bonne chose, mais pourquoi avoir permis que cette situation dérogatoire existe ? Une mesure en suspens, pour vous qui jonglez avec le droit comme s'il s'agissait d'une abstraction et qui refusez y compris de vivre les conséquences de vos lois. Merci Madame Obono. Une mesure bien concrète pour celles et ceux qui verront leur protection pour l'autorité judiciaire amoindrie. Merci Monsieur Chélet. Alors c'est un amendement de suppression
par lesquelles nous souhaitons garantir le droit au recours et les droits et libertés fondamentales des personnes qui ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'interdiction de retour sur le territoire et qui ont postérieurement déposé une demande d'asile. En effet, cet article prévoit notamment que celles-ci peuvent être assignées à résidence ou placées en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de leur demande d'asile. Nous nous interrogeons sur les motivations profondes de cet article, qui vise non moins à prolonger cette dégradation des droits et libertés des personnes, en ce que nous basculons progressivement dans un régime où le pouvoir exécutif semble vouloir désormais avoir la possibilité de mettre tout le monde en assignation à résidence ou en détention. En outre, le droit au recours de ces personnes est particulièrement dégradé puisque cet article crée aussi un nouveau recours spécifique qui permet à l'étranger dont la demande a été rejetée par l'OFPRA de ne pas être éloigné le temps de faire le recours devant le CNDA, le tribunal saisi statuant en juge unique et en 72 heures. Tout cela ne nous semble ni raisonnable, ni réaliste, ni humain. Nous proposons donc la suppression de cet article. Dans les propositions que nous faisons pour une autre politique, une politique raisonnée, réaliste, qui garantit, y compris les droits de la justice. Et ça s'inscrit non pas comme une opportunité de communication pour montrer qu'on est ferme et avoir à donner le change à la droite et à votre autre droite, mais parce que ça s'inscrit dans une politique globale, y compris pour donner des moyens à la justice, pour faire en sorte que le droit des étrangers ne serve pas de test pour que ça s'applique encore au reste de la justice. Donc nous avons un certain nombre de propositions que je vous invite à lire. Encore une fois, c'est gratuit, c'est en ligne, sur Internet. Vous adorez les nouvelles technologies. Je suis sûre que vous y aurez accès assez facilement pour avoir une garantie des droits procéduraux, parce que oui, même quand on a été débouté, on a le droit d'avoir un recours, on a le droit d'avoir une justice à son service. Donc n'hésitez pas, monsieur. Alors le contenu de cet article 19 est particulièrement grave. Il fait de la retenue pour vérification du titre de séjour une procédure contraire au fondement même de notre état de droit et de nos libertés fondamentales. D'une part, il étend considérablement les personnels habilités à procéder à cette privation de liberté. Aujourd'hui, seuls des agents suffisamment qualifiés comme les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire peuvent y procéder, eu égard à leur haut niveau de responsabilité. Désormais, pourront y procéder des policiers municipaux, des adjoints de sécurité, des fonctionnaires communaux et intercommunaux et des volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie, ainsi que des militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, sans que soit garanti véritablement le contrôle de la procédure par l'OPJ ou l'APJ. D'autre part, le gouvernement entend étendre la durée de la retenue de 16 à 24 heures. Rendez-vous bien compte qu'une personne n'ayant commis aucun délit pourra se voir privée de liberté pendant 24 heures par un agent tout récemment policier, voire pas policier du tout. Comme si cela ne suffisait pas, ces agents pourront en outre fouiller les bagages de la personne retenue, décider de le prendre en photo, de lui prendre ses empreintes et même le sanctionner si il ou elle refuse. Rappelez-vous bien que cette procédure de retenue a été inventée car la France a été condamnée à de multiples reprises pour avoir mis des étrangers et des étrangères en garde à vue uniquement pour contrôle de leurs papiers. Maintenant, cherchez la différence. Il n'y en a pas. Il s'agit seulement de créer une justice d'exception. Voilà pourquoi nous appelons à voter contre cet article et nous vous proposerons un certain nombre d'amendements en ce sens. Merci beaucoup. Oui, merci Monsieur le Président, mais ce que nous pointons et ce qui est dans l'article, ce n'est pas simplement le fait que les agents de police judiciaire fassent un travail sous l'autorité des OPJ. Ça, à la rigueur, ce sont des agents qui ont au moins la formation minimale. C'est l'extension que permet votre projet de loi. Vous montrez par là même... Si vous pouviez écouter les orateurs, merci beaucoup. Madame Obono, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Cela montre, y compris bien, qu'en matière de sécurité, d'assurer ces tâches-là, nous sommes en défaveur de ces procédures qui nous semblent particulièrement attentatoires aux libertés. Mais même si on accepte le principe, il faut au moins s'assurer que les personnes à qui on donne ces responsabilités, qu'on met dans cette situation, sont en moyens, en la matière, suffisamment
formés. Et s'il y a un grade d'agent de police judiciaire et s'il y a un certain nombre de grades, c'est aussi parce que, même si la formation a eu un peu de plomb dans l'aile, qu'ils ont suffisamment de connaissances en la matière pour pouvoir déterminer et y compris pour pouvoir réagir. Donc c'est y compris du point de vue de ces agents et de ces personnels qu'il s'agit d'assurer un minimum de sécurité, ce que vous ne faites pas. Vous déléguez et vous sous-traitez parce que vous ne voulez même pas vous donner les moyens d'assurer, de garantir vos propres procédures. La boucle est bouclée. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, dans la continuité de l'intervention de notre collègue Maladan, nous voulons revenir ici sur la nécessité de supprimer l'extension à 24 heures de la dite retenue qui met en cause dans cet article deux droits constitutifs importants de notre démocratie. Le premier... S'il vous plaît. Merci. Merci, Monsieur le Président. Le premier est reconnu comme un droit inaliénable et imprescriptible, le droit à la sûreté. L'autre n'est seulement qu'une liberté fondamentale, la liberté d'aller et venir. En proposant que la durée de la retenue pour vérification du droit au séjour passe de 16 à 24 heures, vous parvenez à réaliser l'exploit de proposer d'une part une mesure injustifiable et complètement inutile et d'autre part de rendre caduque non pas un mais deux droits fondamentaux. Qu'est-ce qui peut justifier de priver de leur liberté pour plus de 8 heures supplémentaires les personnes faisant l'objet d'une telle vérification? A priori rien, sinon une volonté répressive du gouvernement de donner encore plus de pouvoir de police à des contractuels, à des militaires, à des gens qui ne sont y compris pas formés et en responsabilité pour le faire, ce au détriment des droits et libertés fondamentales. Il suffit de lire l'étude d'impact de ce projet de loi pour s'en convaincre, puisque, je cite à la page 558, l'impact des dispositions envisagées, nulle mention des droits et libertés des personnes, mais bien, ce qui résulterait, c'est un gain significatif dans l'organisation du travail au sein des services de police et des unités de gendarmerie. Il nous semble que des droits constitutifs, des libertés fondamentales nécessitent de prendre un peu plus de temps et un peu plus de moyens et donc de supprimer cette extension qui met en cause bien plus qu'une efficacité et un gain d'organisation. Écoutez, merci Monsieur le Ministre. Nous avons compris, donc c'était pour répondre aux demandes de Monsieur Ciotti que vous avez intégré ça pour, comme vous venez de... Excusez-moi, vous venez d'entendre Monsieur Collomb qui expliquait que si nous avions adopté de manière préemptive cette mesure, l'attentat de Marseille n'aurait pas eu lieu. Et c'est exactement l'argumentaire que Monsieur Ciotti, excusez-moi, a eu depuis plusieurs jours. Donc on a d'une part cette argumentation que, voilà, on retrouve cet amalgame que vous reprenez à votre compte, peu importe. Madame la rapporteure, comment, il y a d'autres manières de le dire, comment pouvez-vous nous dire que la question du temps de travail n'a rien à voir avec le nombre de personnes qui le fait? Là encore, je sais que les calculs mathématiques dans ce projet de loi sont particulièrement complexes, mais sérieusement, bien sûr que ça a à voir avec le nombre d'agents qui sont en capacité de faire ces tâches-là et du coup qui ont les moyens d'aller plus en détail et plus rapidement. Oui, la rapidité, elle est possible s'il y a plus de gens qui font ce travail-là. Et ils n'ont pas besoin, effectivement, de faire des heures supplémentaires et ils n'ont pas besoin de remettre en cause des libertés fondamentales au motif que leur autorité politique ne leur ont pas donné les moyens, eux, de garantir la loi. Donc vous mettez en difficulté des gens qui sont obligés, y compris, d'aller à l'encontre des droits fondamentaux, simplement par un calcul boutiquier. Excusez-moi, votre calcul, eh bien, nous ne l'acceptons pas. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, nous pensons véritablement que nous pourrions nous donner d'autres moyens que cette mise en cause des libertés fondamentales. Et effectivement, ce n'est pas parce que nous parlons de personnes migrantes qu'il faut accepter des procédures moins garantes des droits fondamentaux. Ce sont des droits universels. Mais je tenais à rassurer ou je ne sais, notre collègue qui a intervenu tout à l'heure, il ne s'agit pas d'injure pour nous, il s'agit simplement de caractériser un pot. Nous avons toujours considéré, et je ne pense pas que vous pouviez dire le contraire, que les Républicains avaient une cohérence qui était la leur,
contre laquelle nous argumentons, mais au moins il y a une cohérence et nous respectons ça, c'est tout à fait légitime. Donc ce n'est pas une mise en cause de Monsieur Ciotti, c'est une caractérisation à un moment donné des convergences qui se font jeu. Nous sommes profondément en désaccord avec la logique. C'est pas une injure de parler de logique convergente qu'a légitimé Monsieur le ministre, de considérer que quand on parle, qu'on a un débat sur la question y compris l'immigration dite irrégulière, y compris la question du droit d'asile, qu'on puisse mélanger ça avec un débat sur la lutte contre le terrorisme, alors qu'on a eu par ailleurs il y a plusieurs mois un débat de ce titre, que ça participe à la confusion et aux amalgames. C'est voilà notre analyse, et qui ne remet pas en cause ni la personne ni la cohérence, mais qui la souligne et qui souligne ces convergences que nous déplorons effectivement, parce qu'au final ça va se traduire par des atteintes toujours plus grandes et par des stigmatisations toujours plus fortes de ces personnes déjà vulnérables. Président. Par cet amendement du coup de repli, nous proposons de préserver les droits et libertés, en mettant fin au régime dérogatoire de droit commun qu'est la retenue pour vérification de droit au séjour. Il s'agit ici d'empêcher le gouvernement qui souhaite que soit pénalisé par une amende de 3 750 € et une interdiction de retour sur le territoire français le fait de refuser de donner ses empreintes. Donc vous l'avez compris, c'est effectivement en complément de l'amendement 958, même s'ils ont switché, ils sont complémentaires, ça va ensemble. C'est une volonté de garantir un minimum d'égalité. Nous ne comprenons pas pourquoi ce refus pour une personne étrangère de donner ses empreintes est puni d'une certaine manière et l'est différemment quand il s'agit d'une autre personne. Pourquoi ces deux peines sont différentes? Il nous semble que pour le même refus, il existe une distinction entre nationalité française et étrangère qui est injustifiable au niveau du système judiciaire, si ce n'est à entériner cette forme discriminatoire. Nous demandons donc la suppression de ces sanctions nouvelles pour refus. Merci beaucoup.